Mon fils est parti passer le week-end à la plage avec sa femme et sa belle-mère, et m'a laissé seul à la maison, à garder les chiens. Jusque-là, tout allait bien. Ce qu'il n'attendait pas, c'est que je découvrirais, par hasard, un dossier caché, avec la signature falsifiée d'un plan pour m'interner contre ma volonté, et vendre ma maison dans mon dos. Il pensait que j'étais juste une vieille distraite. Mais ce jour-là, celui qui a perdu le contrôle de l'histoire, c'était lui. C'était un samedi tranquille à Marseille. La ville était ensoleillée, mais à l'intérieur de ma maison, l'atmosphère était différente. Trop de silence peut-être. J'étais seule avec les 2 labradors de mon fils, Gustave et Mocha, pendant qu'il passait le week-end à Arcachon avec sa femme et sa belle-mère, dans cette maison de plage de sa famille. C'est moi qui suis restée pour garder les garçons. C'est moi qui ai dit, bien sûr, partez tranquille, je m'occupe de tout. Comme toujours. Mon fils Laurent a 42 ans. Il est revenu vivre chez moi il y a 3 ans, après son divorce. Il a amené sa nouvelle compagne, Élodie, peu de temps après. Et comme la vie a de ces accommodements qui se prolongent, tous les 2 sont restés. Ils ont dit que c'était provisoire. Maintenant, tout est si permanent que, parfois, je me sens comme une invitée dans la maison que j'ai achetée avec la sueur de mon travail comme aide-soignante pendant plus de 30 ans. Ce matin-là, j'essayais de m'occuper du désordre quand j'ai entendu le bruit du verre qui tombait par terre dans le bureau. Gustave, le plus âgé des labradors, avait sauté du canapé et renversé de l'eau partout. J'ai pris un chiffon en courant et je suis allée nettoyer. Et c'est là, en essuyant la table, que j'ai vu le tiroir entrouvert. Rien de très frappant. Mais à l'intérieur, un dossier bleu marine a attiré mon attention. Sur l'étiquette était écrit mon nom, Lucette Morel, document personnel. J'ai ressenti un frisson. Je ne me souvenais pas avoir rangé aucun document à moi là-dedans. C'était ma maison, mon bureau, mais cet espace n'était plus seulement le mien depuis quelque temps. Je me suis assise par terre, les genoux craquant légèrement, et j'ai ouvert le dossier. Le premier document m'a presque coupé le souffle. Une procuration signée de mon écriture, donnant plein pouvoir à Laurent pour vendre mes biens. La signature était la mienne, mais je ne me souvenais pas de l'avoir faite. Je n'aurais jamais signé quelque chose comme ça. J'ai continué à feuilleter. Chaque page était un coup plus fort. Plan d'un appartement neuf à Arcachon. Contrat de réservation dans une résidence pour personnes âgées de luxe à Aubagne. Un reçu de paiement de 8 000 € retiré de mon compte. Un rapport médical, faux, disant que je présentais des signes de démence. Un autre, psychologique, affirmant que je n'avais plus la capacité de vivre seule. Mon monde s'est retourné. Gustave et Mocha se sont approchés, se sont couchés à côté de moi, comme s'ils sentaient mon cœur battre plus vite. Ces yeux-là me fixaient comme ceux qui comprennent. Et moi, là, assise par terre dans le salon, tremblante, essayant de comprendre quand exactement j'avais cessé d'être la mère pour devenir le problème. Le téléphone fixe a sonné, me faisant sursauter. C'était Laurent, la voix animée, pleine de sel et de mer. « Salut, maman. Les chiens vont bien? Pas trop de bêtises? »« Ils sont adorables, comme toujours. Et vous? »« Ah, ici c'est le paradis. On a décidé de rester jusqu'à mardi. Ça te va ?» J'ai souri par réflexe. « Bien sûr, amusez-vous. » J'ai raccroché lentement. Je suis retournée regarder le dossier ouvert par terre. Ce n'était pas juste un dossier. C'était la révélation que, pendant que je gardais les chiens de la famille avec amour et dévouement, ils planifiaient de tout me prendre. Ma maison, ma dignité, mon droit de décider pour moi-même. J'ai respiré profondément. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Mais quelque chose en moi a changé à cet instant. La femme qu'ils pensaient pouvoir cacher, faire taire, médicamenter et envoyer au loin, était en train de se réveiller. Et cette femme, qui s'appelle Lucette, ne laisserait pas passer cela en silence. Cet après-midi-là, après avoir raccroché le téléphone, je suis restée longtemps assise par terre dans le salon. Gustave a posé sa tête sur mes genoux et Mocha s'est couché tout contre ma jambe, comme si tous les 2 savaient que j'avais besoin de soutien. Et, d'une certaine façon, ils l'ont su vraiment. Le soleil entrait par les persiennes, mais je voyais à peine la lumière. Je ne pouvais que regarder ce dossier. C'était plus que du papier. C'était des preuves. Des preuves que mon fils, mon Laurent, était sur le point de tout me prendre.
comme si j'étais juste une pièce mal placée, un obstacle, un fardeau. Vers 17 heures, après avoir relu les documents 3 fois, je me suis levée. Je suis allée directement dans la chambre, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai pris des photos de chaque page, une par une. Je ne savais pas exactement ce que je ferais de cela encore, mais au fond, je savais déjà que rien ne serait plus comme avant. C'est alors qu'un seul nom m'est venu à l'esprit, Jacqueline. Jacqueline est ma meilleure amie depuis que nous avions la vingtaine. Elle a été ma voisine pendant plus d'une décennie, jusqu'à ce qu'elle déménage dans un petit appartement au centre-ville. Une de ces femmes fermes, au regard doux, mais avec des mots qui coupent comme un rasoir quand il le faut. Je l'ai appelée. Ma voix était ferme, mais à l'intérieur, je tremblais. « Jacqueline, c'est Lucette. J'ai besoin de toi maintenant. » Mon Dieu, Lucette, il s'est passé quelque chose. J'ai découvert que Laurent essaie de me rouler. Et ce n'est pas peu dire. Elle n'a pas posé d'autres questions. Elle a juste dit qu'elle partait déjà. Elle est arrivée moins d'une demi-heure plus tard, avec un foulard coloré noué autour du cou et un regard inquiet. Quand je lui ai montré le dossier et les photos, son visage a perdu toute couleur. « Lucette, c'est grave, très grave. Je sais, mais je ne veux pas de scandale. Pas encore. D'abord, je dois me protéger. » Jacqueline a hoché la tête, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je n'étais pas seule. C'est elle qui a eu l'idée. Nous irons à la banque lundi matin. Ensuite, nous passerons au notaire. Et s'ils essaient d'utiliser mon argent avant ça? Annule tout maintenant. J'ai repris mon téléphone. J'ai appelé la banque. La téléphoniste a essayé d'être aimable, mais j'ai été directe. Je veux annuler toutes mes cartes, immédiatement, pour raison de sécurité. Compris, madame. Les cartes seront bloquées dans 10 minutes. Parfait. Quand j'ai raccroché, je suis restée silencieuse un moment. Jacqueline m'observait. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste offert un verre d'eau. Mais elle savait. Je savais. C'était le premier pas pour reprendre ma vie en main. Cette nuit-là, j'ai peu dormi. Mon corps était fatigué, mais l'esprit ne s'arrêtait pas. Je me suis mise à imaginer comment Laurent réagirait en essayant d'utiliser ma carte. Comment Élodie expliquerait le manque de fonds? Si Colette savait déjà tout ou si elle acceptait juste les décisions de sa fille. Et, principalement, je me suis demandé comment moi, Lucette, j'avais laissé les choses aller si loin. Le lundi, Jacqueline est arrivée à ma porte à 7 heures précises avec des croissants et du café chaud. Elle a toujours été de ces femmes pratiques. Nous avons mangé en silence. J'étais encore nerveuse, mais déterminée. Pour la première fois depuis des années, j'avais un plan. À la banque, les choses ont été encore pires que ce que j'imaginais. La gérante, une fille sympathique appelée Camille, m'a reçue avec discrétion. « Madame Morel, votre fils est venu ici la semaine dernière. Il a essayé de transférer 40 000 € sur un compte au nom d'une entreprise immobilière. Avec mon autorisation, avec une procuration, mais il y avait des problèmes avec la signature. C'est pourquoi nous avons bloqué l'opération. C'était de la chance. » Je suis sortie de la banque avec les jambes flageolantes, mais avec le cœur un peu plus ferme. Nous sommes allés directement au notaire. Là, l'employé nous a montré la procédure que Laurent avait initiée pour mon interdiction civile. Selon les documents, j'étais en état de confusion mentale. Et le curateur indiqué? Bien sûr, lui-même, Laurent. Je suis rentrée chez moi plus fatiguée que jamais. Les chiens m'ont accueillie avec joie, comme si j'étais revenue d'une guerre. Peut-être que c'était le cas vraiment. Jacqueline est restée avec moi. Nous avons préparé un déjeuner léger. Nous avons peu parlé. J'absorbais tout. Mais une chose était certaine. Le mardi, quand ils reviendraient d'Arcachon, ils ne trouveraient plus la même Lucette qu'ils avaient laissée derrière eux. En ce début d'après-midi, le soleil semblait plus fort que la normale. Marseille était chaude, et ma maison, encore silencieuse, semblait retenir l'air, comme si elle aussi attendait ce qui allait arriver. Et cela n'a pas tardé. À 14h37, le téléphone a sonné. J'ai vu le nom de Laurent sur l'écran. Mon cœur s'est accéléré. Jacqueline, qui était encore avec moi, a serré ma main fort. J'ai respiré profondément et j'ai décroché. « Maman,
C'est quoi ce délire? Les cartes ne marchent pas, ni la tienne, ni celle d'Élodie. Nous avons essayé de payer le déjeuner ici, au restaurant, et rien. Ah, oui, j'ai annulé toutes les cartes hier. Tu as quoi? De l'autre côté de la ligne, silence. Un silence pesant. Puis des voix sont venues en arrière-plan, confuses, accélérées. J'ai reconnu celle d'Élodie, nerveuse, et celle de Madame Colette, plus contenue, mais également irritée. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça, maman? Parce que j'ai trouvé les documents dans ton tiroir, Laurent. Tout. La procuration avec ma signature falsifiée, la procédure d'interdiction, les extraits bancaires, le contrat de l'hospice, le plan de l'appartement à Arcachon. Plus de silence. Mais cette fois, j'ai senti que de l'autre côté, sa respiration était bloquée. Comme si les mots ne savaient plus par où sortir. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Ne dis pas que ce n'est pas ce que je pense, Laurent. Ne m'offense pas. Tu sais exactement ce que tu as essayé de faire. Et maintenant, je le sais aussi. Cette fois, c'est Élodie qui a pris le téléphone. La voix plus aiguë, plus agitée. Madame Lucette, vous confondez tout. C'était tout pour votre bien. Vous n'avez aucune idée de ce que vous dites? Voler ma maison, c'est pour mon bien? M'interner contre ma volonté, c'est par amour? Vous avez besoin de soins. Nous voulions juste aider. Jacqueline m'a fait un signe de la tête. J'ai continué. Aider, c'est s'asseoir avec moi et parler. Ce que vous avez fait s'appelle trahison. C'est un crime. Et je ne suis pas une vieille confuse. Je sais exactement ce que vous étiez en train de planifier. De l'autre côté, j'ai entendu Colette dire à voix basse « Je t'avais dit que ça allait mal finir ». Alors Laurent est revenu en ligne, maintenant avec la voix enrouée. « Maman, on a fait une bêtise. Je me suis laissé influencer. Élodie, Colette, nous avons tous pensé que c'était le mieux. Mais je jure que je n'ai jamais voulu te faire du mal. Mais tu m'en as fait. Et pire, tu pensais que je ne m'en rendrais pas compte, que je signerais ce qu'on me donnerait, que j'étais faible. » Il a commencé à pleurer. J'ai entendu les sanglots étouffés. C'était la première fois que mon fils pleurait devant moi depuis des années, et, pendant un bref instant, mon cœur s'est serré. Mais je me suis vite souvenu de la liste. De ces mots froids écrits à la main, si elle résiste, cherchez médecin pour sédatif. Là, il n'y avait pas d'amour. Il y avait de la stratégie. Vous avez jusqu'à demain pour revenir à Marseille. Quand vous arriverez, nous aurons une conversation. Mais n'attendez pas la Lucette d'avant. Elle est restée là-bas, le jour où vous avez laissé ce dossier ouvert dans le tiroir. J'ai raccroché. Jacqueline a expiré lentement. Moi, pour la première fois depuis que tout avait commencé, je me suis sentie en contrôle. Cet après-midi-là, nous avons organisé tous les documents. J'ai tout mis en ordre chronologique, avec les photos sur mon téléphone. J'ai appelé ma cousine Claire, avocate retraitée, et je lui ai expliqué la situation. Elle a été claire. Tu as des preuves plus que suffisantes. Si tu veux, tu peux porter l'affaire à la police. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore ce que je ferais. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais juste ma paix. Quand Jacqueline est partie, Gustave et Moka m'ont suivi jusqu'au canapé. Ils se sont couchés à mes pieds. Et je suis restée là, en silence, avec une tasse de thé à la camomille dans les mains, pensant à tout ce que je devais dire et tout ce que, peut-être, je n'avais plus besoin d'entendre. Cette nuit-là, j'ai un peu mieux dormi. Pas parce que les problèmes avaient disparu, mais parce que maintenant, ils étaient du bon côté de la porte. Le mardi soir, quand j'ai entendu le son de la voiture entrant dans le garage, mon cœur s'est accéléré. Ce n'était pas de la peur. C'était un mélange étrange de tristesse, de colère contenue et d'un calme nouveau. Ils étaient de retour. Je suis restée dans mon fauteuil à bascule, sur la véranda. Je ne me suis pas levée. Je suis juste restée à écouter les pas, le son étouffé des voix. Pas de rire. Rien de cette joie forcée d'avant. Laurent est entré en premier, les yeux baissés, le visage fatigué. Derrière lui, Élodie, avec l'expression tendue, et, en dernier, Colette, avec le même air hautain de toujours, bien qu'un peu moins sûr d'elle. Personne n'a rien dit au début.
Ils se sont assis dans le salon comme des élèves devant la directrice. Je suis restée dans mon fauteuil, le même où j'ai bercé mon fils quand il était bébé, le même où je lui ai lu des histoires quand il était petit. Maintenant, c'était là que j'allais raconter l'histoire qu'il préférait ne pas entendre. J'ai attendu quelques minutes en silence, eux aussi. Et alors, j'ai commencé. « Laurent, comment avez-vous fait pour revenir ?»« J'ai emprunté de l'argent à un ami, » a-t-il répondu, sans me regarder dans les yeux. « C'était humiliant, » a dit Élodie, comme si elle voulait me faire me sentir coupable. « Si, je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça, » a complété Colette, croisant les jambes comme celle qui se place au-dessus de la situation. Je n'ai pas répondu. J'ai juste observé. Ils voulaient que je me sente mal de les avoir mis dans cette position. Mais personne là ne semblait très dérangé par l'idée de m'interner de force quelques jours plus tôt. J'ai pris le dossier bleu avec tous les documents. Je l'ai posé sur la petite table basse, l'ouvrant lentement. « Vous reconnaissez ceci ?» Laurent a pâli. Élodie a détourné le regard. Colette, enfin, a perdu son ton hautain. « Maman, ce n'est pas ce que tu crois. » Laurent. « Voici la procuration avec ma signature falsifiée. Ici, la procédure d'interdiction. Ici, les rapports médicaux signés par un médecin qui ne m'a jamais examiné. Et ici, j'ai tendu le papier. La liste écrite à la main détaillant le plan pour m'interner. Avec un point spécifique, sédatif si elle résiste. » Laurent a essayé de parler. J'ai levé la main. J'ai passé le week-end à tout lire. Je suis allée à la banque, au notaire. J'ai parlé avec des avocats. Je sais exactement ce que vous avez fait. Et je sais exactement ce que cela représente devant la loi. Le silence qui a suivi a été le plus pesant de tous. Aucun d'eux n'arrivait à me regarder plus de 2 secondes. C'est Élodie qui a tenté la première justification. Vous avez tout mal interprété. L'hospice était de très haut standing. Ce n'était pas pour se débarrasser de vous, c'était pour la sécurité. Pour la sécurité ? De qui ? Vous êtes seule toute la journée, il peut arriver n'importe quoi. Je suis seule depuis longtemps, Élodie. Et malgré ça, je me suis occupée de cette maison, des chiens, de vous, pendant que vous planifiez de m'effacer de la carte comme si j'étais un fardeau. Laurent s'est finalement levé, les yeux humides. J'ai été faible. Je me suis laissée emporter. J'ai pensé que j'aidais. Élodie et ma belle-mère ont dit que c'était la bonne chose à faire. Je n'ai pas pensé clairement. Non. Tu as pensé, oui. Tu n'as juste pas pensé à moi. Colette a essayé de garder la pose, mais j'ai remarqué. Ses mains tremblaient. Madame Morel, toute famille doit faire face au vieillissement. Ce n'est pas un crime. Les enfants s'occupent de leurs parents. C'est naturel. Ce que vous avez fait n'était pas s'occuper, c'était comploter. Avec froideur, avec stratégie, avec hâte. Et ça, Madame Colette, ça a un nom. Manipulation, abus et tentative de vol. J'ai pointé l'horloge au mur. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour sortir de ma maison. Vous pouvez prendre vos affaires, mais rien de plus. Et les chiens restent avec moi, parce que c'est moi qui me suis occupée d'eux, comme toujours. Vous ne pouvez pas faire ça à votre propre fils, a dit Colette, indignée. Si, je peux. Cette maison est à moi. Elle est à mon nom. Et c'est ici que je vais recommencer ma vie, avec ceux qui me respectent. Laurent a commencé à pleurer. Élodie s'est recroquevillée sur le canapé. Colette, pour la première fois, est restée sans réponse. Je me suis levée lentement, je les ai regardés et j'ai dit avec fermeté « Vous pouvez partir maintenant ou à la fin de la semaine. Le choix vous appartient, mais sachez que la Lucette que vous avez connue n'existe plus. » Et alors je suis retournée sur la véranda. Gustave et Moka sont venus derrière moi, se sont assis à côté de moi. Pour la première fois depuis longtemps, ma maison me semblait à moi de nouveau. Après cette nuit-là, la maison était différente. L'air, le son, la façon dont la lumière frappait les fenêtres. Tout semblait plus léger, même si j'étais entourée de personnes qui, jusqu'alors, faisaient partie de ma routine. Mais maintenant, elles n'étaient que des ombres de ce qu'elles avaient été un jour. Laurent et Élodie ont passé les jours suivants comme des fantômes. Ils sortaient tôt, rentraient tard. Ils évitaient toute conversation avec moi. Nous nous croisions parfois dans le couloir ou dans la cuisine, et tout ce que nous voyions,
c'était le sol. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était plus de la colère, c'était de l'indifférence. Et ça, pour moi, c'était la plus grande libération. Le jeudi matin, j'ai entendu Élodie pleurer dans la chambre. Elle disait que c'était humiliant de devoir retourner chez sa mère, que les amis demanderaient le motif du déménagement. Laurent essayait de la consoler, mais sa voix sonnait défaite. Ce n'était plus l'homme sûr de lui d'il y a quelques semaines. C'était juste quelqu'un essayant de ramasser les morceaux de sa propre culpabilité. J'avoue que pendant une seconde, j'ai pensé à ouvrir la porte et à dire que tout irait bien. Mais je me suis vite souvenu. Combien de fois j'ai été mal et personne n'a rien demandé. Gustave et Moka, en revanche, semblaient en savoir exactement quoi faire. Depuis ce dimanche, ils ne me quittaient plus. Ils dormaient dans ma chambre, m'accompagnaient dans la maison, se couchaient sur le tapis de la véranda pendant que je lisais ou buvais du thé. Ils semblaient même plus tranquilles. C'était comme s'ils savaient que maintenant, enfin, nous étions une vraie famille. Le vendredi, la sonnette a retenti. C'était Madame Ségolène, ma voisine du dessus, une dame réservée, qui parle peu. Elle apportait un plateau avec une tarte aux pommes. « Lucette, ça va? Puis-je entrer une petite minute ?» Nous nous sommes assises sur la véranda. Elle remuait nerveusement dans sa tasse de thé avant de parler. « J'ai remarqué une agitation étrange dans votre maison ces derniers jours. J'ai vu des cartons être transportés. Tout va bien ?» Je l'ai regardé et, pour la première fois, j'ai eu envie de raconter mon histoire à voix haute. J'ai raconté, calmement, les points principaux, sans crier, sans dramatiser, juste la vérité. Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Vous savez, Lucette, la façon dont votre belle-fille vous traitait m'a toujours dérangée. Je vous voyais au marché, et elle vous parlait comme si vous étiez une employée. Ça a fait mal d'entendre, mais ça m'a aussi apporté de la clarté. Je n'exagérais pas, d'autres voyaient. J'ai juste mis du temps à voir. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Ségolène m'a raconté qu'elle avait vécu quelque chose de similaire il y a quelques années, que ses enfants avaient essayé de la convaincre de vendre l'appartement pour aller vivre dans un studio près d'une maison de retraite. Elle a résisté. Et aujourd'hui, elle remercie tous les jours d'avoir maintenu son indépendance. On vieillit, Lucette. Mais on n'est pas bête. Parfois, il faut montrer les dents pour continuer à être entendu. Quand elle est partie, je me suis sentie moins seule au monde. J'ai compris que mon histoire n'était pas isolée. Ce qui était rare, c'était la façon dont j'avais réagi. Le samedi, pendant que Laurent et Élodie rangèrent des cartons et mettaient tout dans la voiture, je suis restée sur la véranda, faisant des mots croisés et buvant du café. J'ai vu quand ils sont passés avec les oreillers, avec les ustensiles de cuisine qu'ils avaient achetés avec ma carte. J'ai vu quand Élodie a pleuré et que Colette est arrivée pour aider, visiblement contrariée. Mais, plus que tout, j'ai vu ma maison respirer soulagée. Les murs semblèrent se détendre. Le sol était plus léger. Le silence, maintenant, était différent. C'était le silence de la paix. À 17 heures, Laurent est venu dire au revoir. Il s'est arrêté à la porte de la véranda, avec les yeux rouges, les épaules tombantes. « Maman, je suis désolée. De tout. Laurent, tu sais ce qui m'a le plus fait mal? Ce n'était pas le plan. Ce n'était pas la tentative de me voler. C'était de comprendre que tu pensais que je ne valais pas le respect. » Il a hoché la tête. Il n'a rien dit de plus. Il est juste parti. Le son de la voiture descendant la rue a été comme un point final. Gustave et Moka ont couru dans le jardin. Pour la première fois depuis des années, j'étais seule dans ma maison. Mais seule ne signifiait pas abandonnée. Cela signifiait libre. Il s'est déjà passé 6 mois depuis ce week-end où ma vie s'est retournée. 6 mois depuis que Laurent et Élodie ont quitté ma maison. 6 mois depuis que j'ai découvert qu'à 72 ans, je pouvais encore recommencer. Les premiers jours ont été de silence. Un vrai silence. Sans pas pressés dans le couloir, sans voix forte discutant des factures, sans exigences déguisées en demandes polies. Et ce silence, qui pourrait paraître vide pour beaucoup, m'a rempli. J'ai commencé par de petits changements. J'ai rénové la chambre qui était la leur. Je l'ai transformée en un espace à moi, atelier, salle de lecture, refuge. J'ai toujours rêvé de peindre, mais je n'ai jamais eu le temps, jamais eu le courage
Ou peut-être, on ne m'a jamais laissé croire que je pouvais. J'ai acheté des peintures, des pinceaux, des toiles. Et j'ai peint. Mon premier tableau était simple. La vue de la fenêtre de la cuisine où le soleil du matin frappe sur les feuilles du jardin. Ce n'était pas une œuvre de musée, mais ça avait une âme, mon âme. Dans le jardin, j'ai construit une petite niche pour Gustave et Mocha. Ils sont maintenant officiellement à moi. Ils dorment avec moi, me suivent dans la maison, me tiennent compagnie les après-midi longs et les matinées paresseuses. Parfois, j'ai l'impression qu'ils comprennent chaque mot que je dis. Le samedi suivant le départ de Laurent, mon amie Jacqueline est venue me rendre visite. Elle a apporté une bouteille de mousseux et un gâteau au chocolat. « À ta liberté, Lucette. »« À ma nouvelle vie, » ai-je répondu, levant ma coupe. Nous avons parlé de tout. Nous avons pleuré, ri, fait des projets. Elle a dit quelque chose qui m'a marqué. « Tu sais, tu as un éclat que je ne voyais plus depuis des années. Tu es redevenu toi-même. » Et c'était vrai. Avec le temps, d'autres voisins ont commencé à venir. Ségolène est revenue avec plus de tartes. Une autre dame de l'immeuble m'a invitée dans un groupe de peinture pour femmes du 3e âge. J'ai accepté. Et là, assise parmi des femmes comme moi, j'ai entendu des histoires si semblables à la mienne que je me suis demandé combien de Lucette existent par là, silencieuses, étant effacées petit à petit par les personnes qui devraient les protéger. Mais moi, je ne suis pas restée silencieuse. Et cela a fait toute la différence. Laurent a commencé à m'appeler une fois par semaine. Les appels étaient courts au début, timides, toujours respectueux, sans demande, sans excuses forcées, juste de la conversation. Dans un de ces appels, il m'a raconté qu'il avait déménagé dans un petit appartement à Aix-en-Provence, qu'il travaillait dans une entreprise de technologie et faisait de la thérapie. « Maman, je veux devenir un homme meilleur. Je veux être quelqu'un que tu puisses respecter de nouveau. » Je n'ai rien dit sur le moment. Mais après avoir raccroché, je suis restée à regarder le téléphone portable pendant quelques minutes. Pour la première fois, j'ai senti que peut-être, il apprenait quelque chose de tout cela. Élodie a essayé de me contacter une fois. Elle voulait parler, expliquer. Elle a dit que le divorce avait été difficile, qu'elle avait besoin de soutien. J'ai répondu calmement. Le respect ne se reconstruit pas avec des mots, il se perd avec des actions, et certains ponts, quand ils sont brûlés, ne doivent pas être reconstruits. Elle est partie en pleurant. Et moi, j'ai continué à boire mon thé. Quant à Colette, elle n'a plus jamais donné de nouvelles. J'ai appris par Ségolène que son nom avait été cité dans une enquête sur des documents médicaux falsifiés. Le médecin qui avait signé mon rapport a été dénoncé au Conseil de l'Ordre des médecins. La vérité trouve toujours un moyen d'apparaître. Aujourd'hui, pendant que j'écris ceci assise sur la véranda, le soleil se couche sur Marseille en teignant le ciel de tons que je n'ai pas encore appris à peindre. Mais j'essaie, tous les jours. À 72 ans, j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour être propriétaire de sa propre histoire, que la solitude n'est pas l'absence de personne, c'est l'absence de respect, et que la liberté, c'est quand on n'a plus besoin de s'expliquer à personne. Si quelqu'un me demande si je regrette d'avoir réagi comme je l'ai fait, d'avoir été ferme, dure même, je réponds « Non, je n'ai pas été cruelle, j'ai été courageuse. » Et pour la première fois de ma vie, cela m'a sauvée. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre « j'aime », abonnez-vous à la chaîne, commentez ci-dessous de quelle ville vous êtes et répondez-moi. À ma place, qu'auriez-vous fait? Votre message peut égayer la journée de quelqu'un.